Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier réservé aux femmes et surtout qui porte sur l'entrepreneuriat féminin et l'e-santé. Bienvenue, bienvenue et merci de nous rejoindre. Je suis Sina Toussaka, je suis journaliste et chef de projet éditorial à RFI et France 24. Je suis en charge depuis 5 ans du Challenge App Afrique, qui est un concours qui porte sur l'innovation et surtout sur des solutions numériques à impact social. Donc, je suis très, très heureuse d'être avec vous. Avec moi aujourd'hui sur cette table ronde, je suis avec Corinne Ouattara, qui est fondatrice du Pass Santé Mousso. Alors, le Pass Santé Mousso, c'est un bijou, en fait, ou une carte connectée et une carte connectée associée à une plateforme en ligne. Elle permet à son propriétaire d'emporter ses données personnelles et médicales partout avec lui. Et surtout, elle met tout ça à disposition, le cas échéant, du personnel médical et d'urgence. Il s'agit donc d'un dossier médical personnalisé et numérique, un outil de réponse accessible à tous les agents du corps médical. Je suis aussi avec Fatoumata Bokoum, que je suis très très heureuse de retrouver parce que Corinne, je la connais très très bien. On a déjà eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Fatoumata Bokoum donc, est fondatrice du projet Dinko Kunafoni, qui est un projet malien et qui est aussi une plateforme qui sensibilise et donne des conseils à distance dans les langues locales. Un enjeu qui, moi, m'intéresse tout particulièrement. Et tous ces conseils sont destinés à des femmes enceintes qui sont analphabètes et qui ont du mal à regagner des structures de santé, faute de moyens financiers ou pour des raisons d'insécurité, malheureusement. Fatoumata Bokoum, on va commencer avec toi parce que justement ton service, ta solution en tout cas est très intéressante et elle est un peu dans l'idée d'une solution pour les femmes et par les femmes. Est-ce que tu peux nous Oui, raconter comment tu t'es intéressée à ce domaine de l'e-santé et surtout pourquoi? parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci Sénato pour cette belle présentation de ma personne. Alors, sans tarder, je vais expliquer l'histoire qui m'a conduit à Dinko. Alors, c'est suite à une histoire personnelle que j'ai vécue. J'avais une cousine très rapprochée de moi. Elle s'appelait Hamsatou. Donc, il y a 2 ans, elle devait partir à l'hôpital pour son accouchement. Malheureusement, au moment où elle arrivait, les médecins n'ont pas pu savoir à temps qu'elle attendait des jumeaux et que ces jumeaux étaient dans une position siège. Parce que tout simplement, elle n'avait pas de carnet médical, aucune visite, aucune échographie. Donc, c'est de là que j'ai dit que plus jamais ça, on ne peut plus vivre ça au 21e siècle. Et c'est là que l'idée d'Inko Kunafuni est venue. Merci beaucoup Fatoumata. On va revenir sur ton service tout à l'heure parce qu'il est très très intéressant, notamment sur comment tu arrives à mobiliser des fonds pour un service avec une cible déjà très très précise, même si majoritaire. On va essayer de voir ensemble si cette cible arrive à convaincre notamment des investisseurs de travailler avec toi. Corinne, est-ce que tu peux pareil nous expliquer un peu la genèse de ton projet et comment tu as débarqué dans ce secteur de l'e-santé? Alors, merci. Et puis, c'est encore un plaisir de te retrouver. Voilà. Alors, moi, mon histoire, elle est à double tour, on va dire. C'est-à-dire que le déclic avec le Pass Santé, c'est une histoire qui s'est produite ici en Côte d'Ivoire en 2014. On a vu un jeune mannequin qui s'est fait agresser et qui est décédé des suites de ses blessures parce que, selon le professionnel de santé, on n'avait aucune information concernant ce patient. Et dans la même veine, on avait entendu tout ce qui était nouvelles technologies, QR code, on en parlait un peu partout. Et la question que je me suis posée, c'est mais si on peut insérer euh, des cartes de visite, des vidéos sur le QR code et travailler, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas intégrer des données médicales de sorte à ce que quand le patient est inconscient, quelque chose puisse parler pour lui? Et à cette histoire, il y a mon histoire personnelle vécue. C'est que moi, j'ai été épileptique quand j'étais enfant jusqu'encore à ma terminale. Donc, j'étais épileptique, je suis toujours asthmatique, j'ai la sinusite et je suis allergique à beaucoup de médicaments, notamment la quinine. Donc, au fur et à mesure de travailler sur ce projet, je vais dire que je travaille également pour moi parce que on a tous un pardon, on a tous une personne
qui allait à l'hôpital juste pour une simple consultation et juste par une erreur médicale n'en est pas ressorti. Donc, c'est vraiment pour nous apporter, c'est un outil qui va permettre de mettre à disposition des professionnels de santé des informations pour une prise en charge efficace et efficiente, mais surtout améliorer la prise en charge des patients et sauver le maximum de vies. Merci beaucoup. Alors, la question que j'ai pour vous tout de suite, c'est comment, en fait, le numérique aujourd'hui vous a facilité la vie dans le développement de vos projets. Concrètement, la question derrière est de savoir, est-ce qu'une femme qui entreprend dans le numérique a plus de chances de développer son activité aujourd'hui ou pas, en fait? Peut-être que Fatoumata, tu veux commencer? Oui, alors c'est une très bonne question. Moi, j'ai une formation de base en informatique. Je suis informaticienne, je fais des applications. Et en plus de ça, je suis diplômée et je continue une étude en cours même en France. Je suis en train de faire les études de Big Data et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas un nouveau domaine pour moi. C'est un domaine dans lequel j'ai évolué, je vais dire, depuis toute petite, quoi. Donc, ça m'a beaucoup facilité la tâche. Au début, l'application de Denko, je l'ai développée moi-même. Il y avait personne dans l'équipe, donc je l'ai fait moi-même. Donc, jusqu'à un certain niveau, on peut dire que ça commence à grandir où, voilà, je dois me présenter ailleurs, donc il fallait associer quelques développeurs qui sont là. C'est important d'utiliser le numérique aujourd'hui parce que franchement, je pense que à l'heure où on est obligé d'aller vers ça. Mais seulement quand, par exemple, avec mon projet d'Inco, c'est difficile de faire une application mobile pour la clientèle que moi je veux cibler parce que elles n'ont pas tous forcément un smartphone comme moi. Elles n'ont pas accès à la connexion Internet comme je l'ai. Donc, c'était un challenge qu'il fallait un défi qu'il fallait relever. Et c'est là qu'on a associé l'USSD parce que l'USSD, ça permet à même ceux qui ont des petits téléphones là d'utiliser, de pouvoir bénéficier de nos services et aussi l'association des langues locales. Donc, je pense que on n'a pas le choix aujourd'hui d'aller vers le numérique, mais seulement il faut savoir réfléchir et trouver le moyen de l'adapter à son contexte. Alors Fatoumata, tu soulèves différentes questions tout aussi intéressantes les unes que les autres. La première, c'est bien évidemment celle des compétences, en fait, très clairement. Toi, tu as démarré en ayant déjà une compétence informatique, ce qui t'a facilité en quelque sorte la vie. Et derrière, tu soulèves aussi une question qui est très, très importante, c'est celle de l'appropriation de l'outil numérique par les femmes, en fait, celles à qui tu t'adresses. Et je trouve que c'est finalement la spécificité de ton projet. Et aussi, c'est aussi des marqueurs qui sont très importants quand on se lance, en tout cas, dans le numérique et quand on est une femme. Corinne, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Alors moi, contrairement à elle, moi, je n'ai pas une formation de base en informatique. Moi, je suis juriste de formation. Donc vraiment, c'est carrément un autre domaine, c'est un virage à 360 degrés à l'heure, voilà. Donc du coup, c'est carrément autre chose. Voilà. Mais je vais dire que moi, ça ne m'a pas posé de problème. Parce que quand j'ai pensé le projet, je l'ai schématisé déjà pour voir comment est-ce qu'il pourrait se faire. J'avais l'avantage, même si je ne suis pas informaticienne, d'avoir un beau-frère informaticien. Donc, j'ai schématisé et j'ai dit, voici ce que je veux, donc je vais essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait le faire et je vais tester moi-même. Après, j'ai appris tout ce qui est informatique à la base, dans le temps, on va dire. J'étais obligée d'apprendre auprès de mes développeurs parce que je ne veux pas être handicapée, comme j'ai l'habitude de le dire. Je veux pouvoir, quand je pense le projet, aller implémenter des choses dans la nuit, je veux pouvoir le faire moi-même. Donc, je me suis mise au codage. J'ai commencé à apprendre avec mes équipes. J'ai vraiment pas eu honte de le faire. Je pense que c'est ça l'avantage avec, pour moi, les femmes. La femme entrepreneur n'a pas peur d'apprendre, elle n'a pas peur d'oser. Elle ne se sent, en tout cas pour ma part, je n'ai pas eu peur ni honte de m'approcher de mes gars pour dire Joe, ça ne va pas, je veux apprendre. Je veux, quand je rentre à la maison, pouvoir moi-même essayer de rentrer les codes et puis voir ce que ça peut donner. Donc, j'ai pris le temps de le faire et de comprendre. Et comme elle, je me suis rendu compte effectivement que quand on part en zone rurale, les populations locales
parce que, non, même, c'est pas parce qu'elles sont analphabètes pour certaines, mais c'est parce qu'elles ont peur de l'outil informatique, mais elles ne maîtrisent même pas. Elles n'ont pas tout un smartphone. Donc, comment pouvoir le faire? Également, on a pensé à l'USSD, on a pensé à intégrer les langues locales, tout ce qu'il faut. Mais même là encore, c'est une question de culture. C'est une question de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir leur faire comprendre que ce qu'on est en train de faire, là où on est en train de partir, le changement de comportement, le changement de mentalité, là où on vous amène, c'est plus pour vous améliorer, c'est pour améliorer les choses et c'est dans votre avantage. Parce que même si on a développé les USSD, tout ce qu'on a fait, c'est difficile. Et pour beaucoup, on vous dit, ah, ça là, c'est quoi? C'est une femme qui est derrière cette histoire-là, c'est assez compliqué, hein. Parce que, oui, c'est assez compliqué. Pour une tournée qu'on a eu à faire, je pense, avec l'OIF, quand je partais, le préfet a pris le temps de me regarder pour dire, j'ai dit, c'est sûr que c'est développé ici. Vous êtes sûr que c'est vous qui êtes derrière le projet? C'est-à-dire, il est resté pendant longtemps, pendant près de 30 minutes à poser la question. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que les femmes encore arrivent à cette époque à épouser les nouvelles technologies, mais sortir quelque chose qui va sauver vraiment des vies. C'est ça en fait. Donc, je pense que c'est plus ou moins la même chose, les mêmes histoires, les mêmes réalités sur le terrain. Mais quand on est en contact avec les personnes, les premiers bénéficiaires, donc la population, ça va vraiment naturellement et les implémentations, l'adaptation des populations à l'utilisation des différents services, je pense qu'elles vont finir par s'imposer. Et puis la situation Covid ne fait que confirmer. C'est très très bien parce que globalement, ce que j'entends en fait dans votre discours, c'est cette capacité à apprendre, mais c'est aussi cette capacité, comme tu disais tout à l'heure, Corinne, à s'entourer de personnes, à demander aux gens autour de soi. Très concrètement, qui ont ces compétences-là, de venir nous aider, de venir nous soutenir, et c'est ce que tu as très bien fait avec ton beau-frère. On va revenir tout à l'heure sur la question des difficultés, parce que là, on est en train de trop avancer dans le débat. Moi, je voudrais revenir sur votre première réponse et en fait, concrètement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que finalement, vos deux initiatives partent d'un besoin. C'est-à-dire que c'est généralement des histoires personnelles, des histoires autour de vous, qui finalement vous ont conduit à développer ces projets. C'est des besoins, c'est pas on a vu telle initiative développée à l'étranger et donc on veut le reproduire chez nous. C'est vraiment il y a un problème et puis moi je ne veux pas rester les bras croisés, je veux essayer de trouver une solution. Et du coup, j'ai envie de vous demander quels peuvent être les atouts des femmes et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aujourd'hui dans le domaine de l'e-santé. Fatoumata. Alors, c'est une très bonne question. Les atouts des femmes, à mon avis, c'est que on a ce qu'il faut pour apporter notre besoin à l'e-santé. Déjà, quand on va à la base dans une famille, c'est vraiment la femme qui connaît les besoins de tout le monde. C'est elle qui porte le gros bébé qui est le papa, c'est elle qui porte les petits bébés, c'est elle qui connaît le besoin spécifique de tout le monde. À la base, on sait déjà qu'est-ce quand un enfant pleure, qu'il soit un nouveau-né ou qu'il ait 1 an ou 2 ans, on sait déjà qu'est-ce que l'enfant veut. Donc, je pense que si on a cette capacité à nous, et on peut vraiment déterminer tout ce qu'on veut. On a beaucoup de besoins aujourd'hui, surtout en Afrique ici. Si on peut dire, on est dans un milieu, je connais plus le Mali, on est dans un milieu où la plupart des filles ne sont pas à l'école. Ou généralement, si elles vont à l'école, franchement, je suis les cours et tout, mais en réalité, qu'est-ce qu'est ma vie réellement? On n'est pas éduqué dans ce sens. Et quand je prends Denko, par exemple, avec Denko, on a un service astuces et conseils gynéco qui envoie des conseils aux femmes dans les langues locales sur tout ce qui est aspect gynéco, comment traiter les infections, comment prévenir les infections. Et en même temps, on les permet de poser les questions sur notre plateforme dans les langues qu'elles veulent. Et on a des médecins derrière qui répondent à ces questions à tout moment. Donc, c'est pour dire que je pense que les femmes sont très bien placées pour connaître un besoin spécifique pour un projet numérique. Parce que je pense qu'à la base, on a cette capacité qui est déjà innée à nous. Corinne, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense que
les femmes comme les hommes, bon, j'arrive pas, j'ai toujours du mal à faire cette différenciation entre les femmes dans les numériques, les hommes dans le numérique, parce que je pense que c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Mais beaucoup plus avantageux pour les femmes, c'est que nous avons cette facilité de percevoir les choses. On observe très facilement et on regarde notre environnement, on regarde. Une femme, elle sait quand quelque chose ne va pas, aussi facilement. Elle est assise, elle a, comme j'ai pour habitude de dire, c'est que elle a son imagination qui tourne très vite, très très vite. Donc, quand elle est face à une situation, elle essaie de voir comment est-ce qu'elle peut pallier à ce problème qui est autour d'elle. Elle essaie d'apporter son instinct maternel, en fait. Ce qui fait d'elle une femme, son côté maternel lui donne envie de vouloir résoudre tout. Et quand elle arrive à voir dans les nouvelles technologies une solution, qu'elle arrive à voir dans les nouvelles technologies quelque chose qui est capable de transformer son monde, même positivement, elle s'en accapare. Et elle le fait avec une grande passion. La plupart des femmes qui travaillent sur les solutions technologiques, vous allez voir que, bon, les hommes vont m'excuser, mais quand elles avancent vraiment à, je dis, à plus de 300%. Elles avancent, elles avancent, elles avancent, elles avancent. Même si elles arrivent à se casser la figure, elles avancent parce qu'elles croient vraiment en son bébé comme une mère qui croit en son enfant, qui est là, même si on dit qu'il est handicapé, elle continue d'aller avec. Quand elle me dit, par exemple, qu'elle arrive au Mali pour même des astuces aux femmes, ça veut dire qu'elle voit et elle ne fait qu'implémenter, ajouter des solutions au regard de ce qu'elle voit autour d'elle. C'est pareil. Donc pour moi, les femmes, l'avantage des nouvelles technologies avec les femmes, c'est qu'on, compte tenu du fait qu'elles sont assez sensibles à ce qui est autour d'elles, elles peuvent l'utiliser facilement et transformer l'environnement et apporter un mieux-être. C'est comme ça que moi je perçois les choses. Alors, ce qui n'empêche pas, en tout cas, qu'il y ait des femmes qui échouent, hein, malheureusement, dans l'entrepreneuriat, notamment à cause de la question du financement. Et d'ailleurs, c'était ma deuxième question. On parle beaucoup d'accès au financement. Et surtout, il y a des chiffres qui montrent qu'en fait, les femmes ont moins accès au financement que les hommes. Et Fatoumata, j'ai envie de te demander, quand on a un produit qui est destiné à une cible de la population, certes majoritaire, est-ce que c'est facile? À quoi on fait face, en fait? Quelles sont les difficultés auxquelles on fait face? Et concrètement, est-ce que c'est facile de convaincre, en fait, des groupes d'investisseurs qui sont généralement composés d'hommes, en fait, que d'hommes? Alors, cette question, je pense que je l'attendais vraiment, quoi. J'ai envie de crier sur la question, de sauter sur la question. En réalité, c'est très difficile. Avec l'expérience personnelle que j'ai fait plus de 3 ans avant de pouvoir démarrer d'un coup. Ça me rappelle une histoire que j'ai eue avec un investisseur. Quand je l'ai rencontré, que je lui ai expliqué mon projet, il m'a balancé à la figure. Maintenant, c'est pas la peine que tu reprennes tout ça. On va amener, il y a une autre solution dans un autre pays, je ne vais pas dire le nom, on veut amener ce dernier. Comme ça, tu peux travailler avec ce dernier. J'ai dit, mais attendez, monsieur, je suis dans mon pays, j'ai la capacité de développer cette question et ce sujet, j'ai la capacité de travailler sur ce sujet. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va encore venir mettre sa solution dans mon pays et que je travaille encore pour lui alors que je peux mieux faire? J'ai dit, OK, si c'est ça, je vais bouger moi-même. Et c'est que je travaillais parce que j'étais une salariée. Donc, je prenais directement mon salaire à la fin de chaque mois et j'injectais dans mon projet pour, euh, pour subvenir aux besoins ou aux dépenses quelconques que j'avais besoin. Parce qu'au début, il fallait faire beaucoup de sondages, il fallait aller sur le terrain, il fallait, à chaque fois qu'on finissait avec l'application, il y avait des parties qu'il fallait encore réintégrer. Alors, c'est vraiment difficile. Et après, souvent, j'ai eu à partir dans certains pays pour rencontrer des investisseurs. Après avoir expliqué ton projet, ils sont du genre, ben, j'ai l'impression que là, c'est une ONG ou une fondation. Donc, peut-être que tu peux mieux chercher pas des investisseurs, mais des personnes qui vont te donner de l'argent ou une subvention pour conduire ton projet. Donc, c'est vraiment difficile. Et après, on voit que l'aspect business, ça ne marche pas trop parce que voilà quoi, et ça ne rapporte pas beaucoup. Et quand tu expliques ta clientèle, c'est que non, ces clients ne peuvent pas payer de l'argent pour ce projet. Ces clients ne peuvent pas te rentabiliser. Donc, franchement, on ne peut pas investir dans un tel projet comme ça. Du coup, ça, c'est vraiment super difficile, si je peux le dire.
C'est une idée reçue hein, qui est de penser qu'en fait les femmes n'ont pas le pouvoir d'achat. C'est une idée reçue qui est complètement fausse d'ailleurs, parce que dans beaucoup de pays africains, l'économie est tenue par des femmes, donc elles ont les moyens en tout cas d'acheter concrètement des services qui les concernent, en tout cas qui les intéressent. Corinne, je t'ai vu rebondir, bondir même avant que je me pose cette question. Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Vas-y, dis-nous tout. Alors, moi, le problème de l'investissement, franchement, euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai fini par mettre une croix. C'est-à-dire, j'ai fini par mettre une croix sur le volet attendre des investisseurs, chercher des investisseurs. Parce que si je dois sortir un livre, franchement, on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que il y a différentes difficultés. C'est vrai, il y a le problème du genre. C'est assez difficile. L'accès au financement, quoi qu'on dise, c'est un problème, surtout accès au financement à l'entrepreneuriat féminin. Généralement, là où les gens investissent, j'ai l'habitude de l'appeler, c'est l'entrepreneuriat de première nécessité. Là où on voit la nourriture, les commerces, ce qui est matériel rapidement là. Mais déjà avec les, donc il y a ça et il y a les nouvelles technologies. Pour eux c'est abstrait. Et on est en train de parler d'innovation. Le mec il imagine son modèle économique. Il est en train d'imaginer le modèle économique derrière. Quand bien même tu arrives à lui expliquer ton modèle qui est assez clair dans ta tête, mais il essaie à chaque fois de te démonter pour te faire comprendre que tu ne maîtrises pas le sujet en fait. Donc, déjà, il faut avoir un mental assez fort. Franchement, les femmes qui arrivent à entreprendre et qui arrivent à aller devant des investisseurs, parce que le mec, il te démolit mentalement. Il faut très, très, très fort dedans. Il te fait comprendre que si tu mets un homme devant, c'est pas plus mieux. Est-ce que tu pourrais pas avoir? Et l'histoire qu'elle raconte, moi, je l'ai eu, la même histoire. On me dit, on a des partenaires, je pense, à l'étranger qui font ça. On va venir, vous allez voir comment on peut faire une implémentation de deux solutions pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait donner. Et puis, vous allez voir peut-être une histoire de 60-40. 60-40 en parlant de moi en 40 et de l'autre en 60. J'ai demandé si c'est le projet qui n'est pas viable, qui n'est pas bon, ou bien, ou bien où se trouve le problème. Mais on m'explique derrière que oui, mais après, c'est un homme, ils sont assez porteurs et ce serait beaucoup plus facile pour vous d'avoir accès à ces crédits-là. Donc, je suis vraiment passée à autre chose et moi, j'ai fait comme elle. J'ai avancé à petite dose, à petits pas, moi-même auto-financé, jusqu'à pouvoir avoir des accompagnements avec, que ce soit l'OIF, que ce soit le PNUD, tu vois. Mais à petits pas, j'ai fini par avancer. Je ne dis pas que c'est peut-être parce que c'est moi qui porte, même avec les institutions sur place, c'était pareil. Donc, il a fallu qu'on avance de nous-mêmes avant. Quand on parle d'appeler des entrepreneurs pour pouvoir présenter devant des business angels, je n'en fais pas partie d'abord. J'apprends même après qu'il y a eu quelque chose de ce genre qui se fait. Et moi-même, je m'incruste. J'ai dit, si on ne m'impose pas, moi-même, je vais finir par m'imposer pour venir montrer ce que je sais, faire qu'on puisse voir. Donc, c'est vraiment difficile l'accès au financement à l'entrepreneuriat féminin. Quoi qu'on dise, c'est très difficile. C'est difficile de façon générale, mais quand on parle du numérique, quand on parle de l'innovation, quand on parle des choses abstraites, c'est encore plus difficile que tout autre. Comme elle le dit, souvent, on t'assimile à une ONG, on te demande, mais est-ce que c'est pas mieux de faire subventionner? Est-ce que c'est pas mieux que vous changez un peu pour que vous puissiez passer en mode ONG pour accepter des bailleurs, pour accepter des... On ne voit pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là où moi, je vois dans des pays anglophones, comme le Nigeria, les mêmes solutions sont portées et ça avance. Là où je vais voir que les mêmes solutions, moi, il y a quelqu'un qui m'a contacté depuis la France pour la même solution, la même chose que je fais, mais différent. Même chose, sauf qu'ils partent avec des cartes qui m'expliquent et qui sont venus ici, qui ont eu l'adhésion de structures d'établissements financiers, qui ont eu l'adhésion même des structures étatiques. Et tu te demandes, mais je sors d'où? Où est-ce qu'on sort? On ne peut pas demander aux femmes d'innover si les institutions financières ne peuvent même pas les accompagner. Voilà. Je vais revenir tout à l'heure sur ce double discours-là, en fait, hein, très clairement sur, d'un côté, des discours politiques, hein, qui est on encourage l'entrepreneuriat féminin, et derrière, en fait, les femmes qui entreprennent ne voient pas d'argent, concrètement. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière quand même pour parler de la question des compétences. Est-ce que vous êtes attaché à l'idée d'avoir
beaucoup de femmes dans vos équipes parce que justement avec le numérique aujourd'hui, on peut travailler avec des femmes dans le monde entier qui ont des compétences dont on a besoin. Quelle est votre position là-dessus justement, Fatoumata? Ok, pour cette question, au niveau des DENCO, par exemple, nous, on a plus besoin que ce soit les femmes qui... On a bien sûr, on a des hommes dans notre équipe, mais on a plus besoin que ce soit les femmes qui comprennent notre application. Parce que c'est une application sensible. Alors, quand on va sur le terrain, c'est d'expliquer à la femme, on va parler de l'aspect gynéco, on va parler de l'aspect personnel. Donc, c'est souvent des sujets tabous ici. Donc, c'est plus facile si c'est une femme qui va pour échanger avec une autre femme chez nous, avec le projet d'INCO. Mais cependant, on a aussi des jeunes, des hommes dans le projet. Par exemple, le côté technique ou aussi des agents qui sont sur le terrain. Mais franchement, on a beaucoup plus besoin que ce soit les femmes qui soient formées et c'est ce qu'on fait, on les forme on forme beaucoup de femmes pour notre application. Donc, on a besoin que ce soit elles qui soient beaucoup formées, qu'elles comprennent ce qu'est l'application réellement et qu'elles se voient dans le contexte de l'application pour qu'elles puissent accepter ce qu'on veut faire. Et vous êtes à Ouais. 50% dans les équipes, par exemple? Non, on dépasse les 50% pour les femmes. D'accord, ok. Oui. Et Corinne, est-ce que tu embauches uniquement des femmes? C'est une question un peu délicate. Non, pas uniquement des femmes avec moi. Chez moi, c'est assez mixte. C'est vrai que quelqu'un m'a fait la remarque il n'y a pas 2 jours. Mais attends, il y a beaucoup trop de femmes chez toi, mais bon, il y a pas- c'est pas que des femmes qu'on embauche. Nous sommes une équipe de 10 personnes. Nous sommes 6 femmes et 4 garçons. Au niveau technique, il y a 4 développeurs, dont une femme en termes de développement. Et en termes technicaux, c'est-à-dire qu'il faut celles qui font les formations sur le terrain, de l'utilisation de l'application et tout ce que tu veux. Il y a 4 autres femmes qui s'occupent de, c'est elles généralement dans les centres de santé qui font la formation, l'enrôlement, l'utilisation de la plateforme, qui crée les accès des différentes personnes et tout ce qui est mis à jour. Donc, c'est les femmes qui font et le reste, c'est de l'administration. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a une parité. Moi, ce que je fais plutôt, c'est on embauche femmes comme hommes. Je ne regarde pas, c'est pas fait exprès en plus. C'est vraiment pas fait exprès. Moi, je regarde la vision de la personne. Est-ce que la personne épouse ma vision de vouloir vraiment passer à l'e-santé, d'accepter le virage numérique et de comprendre que c'est l'avenir de demain. Quand tu arrives à accepter ça pour moi et que je vois ton implication dans le projet, on y va. Généralement, la plupart des femmes sont venues avec une base commerciale ou administrative, secrétariat. Et nous, ce qu'on a fait, c'est peut-être mauvais, on me dira, mais j'ai essayé de changer un peu parce que c'est pas ce qu'on fait, c'est pas notre métier de base, l'administration. On est assez technique. Donc, j'ai changé l'orientation pour les ramener vers le numérique. En les laissant pendant près de 6 mois d'abord avec l'équipe technique pour vous apprendre à maîtriser l'outil informatique, à avoir les bases, mais à pouvoir seul aller chez un client, qu'il soit en bug, en plan, tout ce que tu veux, qu'il puisse faire la maintenance assistée déjà parce que c'est le cœur du métier. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on a changé les orientations des uns des autres. Des personnes qui sont venues avec la GESCOM, qui se retrouvent en train de, voilà, tu vois, en maintenance, on a vraiment changé et tu t'es rendu compte ils apprécient. C'est devenu passionnant. C'est devenu au point où, quand tu les envoies sur d'autres thématiques, comme le marketing, ils ne se retrouvent plus parce qu'ils sont. Donc, on embauche, c'est vraiment une parité dans l'embauche. Enfin, pas une parité, mais c'est pas fait. Vraiment, c'est pas calculé. Maintenant qu'on me parle, c'est maintenant que je comprends qu'effectivement, il y a beaucoup plus de femmes. Mais c'est vraiment pas fait exprès. Comment vous voyez ce secteur de l'e-santé se développer dans l'avenir? Quels sont les écueils à éviter ou en tout cas comment rendre ce secteur beaucoup plus inclusif pour les femmes aujourd'hui? Fatoumata? Alors, je pense il faut beaucoup aller vers ces femmes. Il faut les éduquer pour le e-santé. Et puis, je pense qu'on n'a pas le choix. On va aller vers le e-santé parce que la maladie du corona l'a démontré. Donc, on a vraiment pas le choix. Il faut développer des solutions qui peuvent nous permettre, parce que déjà là, c'est une leçon mondiale que tout le monde a eue.
Donc, on est obligé de trouver des solutions e-santé et aller vers ces solutions. Et quand j'ai vu et quand la maladie Corona a commencé, j'ai dit, ben attends, finalement, les gens, ils n'ont pas le choix, ils vont investir dans le e-santé. Parce qu'on mettait le e-santé par derrière, c'est comme si, non, ben là, on n'a pas besoin d'investir, quoi. Et Corona a montré que c'est tout à fait le contraire. Donc, je pense qu'il faut aller vers ces femmes, il faut les éduquer, il faut qu'elles apprennent beaucoup l'importance de toutes ces nouvelles technologies et qu'elles comprennent que c'est pour elles-mêmes qu'elles le font. Par exemple, nous qui sommes au bureau, qui travaillons, qui avons la chance d'aller à l'école, on a l'internet quand tu es enceinte, voilà, il y a beaucoup de forums, tu suis, tu lis, tu as des questions, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Mais voilà, elles n'ont pas cette chance-là. Vraiment, moi, c'est vraiment la partie que je regarde. Elles n'ont pas cette chance-là. Les gynécos, quand on va au niveau des centres de santé, c'est des centaines de clientes qui sont là par jour. Donc, on n'a même pas le temps de bien s'occuper de la cliente, à plus forte raison, lui répondre certaines questions ou la guider ou lui dire que bon, voilà ce qu'il faut pour le bébé, voici l'alimentation qu'il faut adapter. Donc, nous, on est là pour ça. Du coup, quand on va vers elles et qu'on leur explique ce qu'il faut, qu'on leur explique que c'est vraiment dans leur propre intérêt, quand elles voient que non seulement elles peuvent poser des questions intimes à un médecin sans que ce médecin sache que c'est un tel qui m'a posé la question. On a vu que c'est un service qui est beaucoup utilisé et elles sont vraiment contentes. Et ça pousse, finalement, c'est les femmes qui font les publicités pour nous. Donc, c'est l'éveil de conscience qui est vraiment important dans cette situation. Et après, quand elle voit que, ben, attends, je peux garder les carnets de santé de mon bébé sans avoir vraiment à me soucier de ce qui peut se passer. Donc, il faut non seulement comprendre leurs besoins, et il faut les éduquer et les accompagner dans ce sens-là. Et je pense que c'est pas du tout difficile, en tout cas l'expérience que moi j'ai, parce que à chaque fois, moi je vais moi-même sur le terrain, j'accompagne moi-même les agents la plupart du temps, et c'est les hommes même qui me disent, Madame, franchement, votre solution, elle est très bien. Si seulement vous pouviez faire la même chose pour nous les hommes, parce que généralement vous ne pensez qu'à vous, mais nous aussi on veut poser des questions intimes au médecin, et c'est gênant pour nous d'aller vers un médecin et de lui demander avec tout l'orgueil masculin que nous avons, d'aller vers lui et de lui poser certaines questions. Donc, ce qui est important, et ce que moi je retiens, c'est vraiment l'éveil de conscience, c'est l'éducation, mais savoir le besoin que ces femmes ont. Et une fois que ce besoin est connu, elles viendront elles-mêmes, quoi. Mmh. C'est très intéressant. Il y a clairement un enjeu de formation et tu l'as très très bien dit, il y a un enjeu très important de formation des femmes. Corinne, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais te demander aussi, puisqu'on avance lentement vers la fin de notre discussion, on parlait tout à l'heure des politiques en fait qui ont un discours assez contradictoire dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin et en même temps des moyens qui manquent. En plus de cette question-là sur comment faire pour créer un secteur de plus en plus inclusif, j'aimerais savoir qui sont aujourd'hui pour toi les meilleurs partenaires, les meilleurs interlocuteurs qui sont à ton écoute et qui t'aident. Et puis, si on a un peu de temps, j'essaierai d'avoir la réponse aussi de Fatoumata. Alors, waouh, ça c'est fort. Ça serait fort d'être privilégié d'en citer. Euh, pour moi, c'est vrai qu'il y a un gros écart entre ce que les politiques disent et ce qui se fait. En ce qu'on dit, on fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin, on encourage, on incite les femmes à pouvoir entreprendre, mais pour la plupart de ce qui se fait et ce que je déplore, on se concentre plus sur, c'est pas mauvais, on se concentre beaucoup plus sur des incubations, des accélérations. C'est pas mauvais, mais il n'y a pas que. Pour moi, il n'y a pas que. Pour quelqu'un qui envoie une solution comme les nôtres, par exemple, dans la e-santé, c'est vrai, on a besoin de former, de comprendre le modèle économique, on a besoin d'avoir un renforcement des capacités, mais on a aussi besoin de pouvoir implémenter ces solutions et puis de pouvoir les tester. Donc, encourager l'entrepreneuriat féminin, ce serait par exemple prendre l'une de nos solutions et puis aller au ministère de la Santé, on dit, bon, écoutez, testez-moi ces solutions dans un service. Elle, dans le service avec, en gynécologie, dans un service, dans un gros hôpital. Toi, on te met avec les mères et les enfants, on teste et à partir de ce qui est sorti, on verra. Ça nous permet de créer après des championnes nationales.
Voilà ce qui peut se faire. Donc, il faut qu'on arrête à un moment donné de vraiment s'accentuer sur ce qui est, on a tous l'impression que les femmes ne maîtrisent pas assez, on veut toujours former. On est d'accord pour apprendre. L'apprentissage, c'est la base. Mais il ne faut pas que ça. Il faut aussi tester nos solutions sur le terrain. Parce que très souvent, on nous envoie des gens qui vont tester nos solutions, qui vont nous accompagner plutôt en accélération, en incubation, qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui ne connaissent pas les réalités d'un entrepreneur, qui ne maîtrisent même pas le virage numérique. Donc, il ne comprend pas l'utilité de quand tu es en train de lui dire qu'il faut passer au numérique, il faut informatiser, il faut archiver le dossier médical, alors que lui-même, il n'est pas prêt, lui-même dans son entendement, à accepter le virage numérique. Et c'est celui-là qui va t'incuber, c'est celui-là qui va accélérer ta solution. Je ne sais pas où on va partir. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on arrête il faut à un moment donné que les politiques aillent à la réalité. On veut accompagner l'entrepreneuriat féminin. On veut accompagner, que ce soit dans le numérique, dans tout secteur. À un moment donné, prenez-les, allez tester leurs solutions. C'est la meilleure manière d'accompagner un entrepreneur, de faire tester et à partir des résultats, lui faire comprendre que c'est bon ou c'est mauvais, ou l'entrepreneur lui-même voit et il se rend compte que, ben écoute, j'ai raté le coach, je vais peut-être redévelopper, essayer d'implémenter d'autres services parce qu'il n'y a que sur le terrain, pour nous qui travaillons dans la e-santé, qu'on puisse voir les réalités, adapter, enlever certaines parties, se concentrer sur certaines parties qui sont les réalités même de ce qu'on est en train de dire. La preuve, c'est qu'elle a parlé du Covid tout à l'heure. On parle de Covid, on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire, mais comment est-ce qu'on pense pouvoir faire une riposte, quelque chose? On ignore tout sur le parcours des patients. Sur le parcours des enfants, des femmes, on ignore tout. Il n'y a pas d'archivage numérique. On ne sait pas ce qu'ils traînent comme affection. Et là, on nous parle de seconde vague. On ne sait même pas si ce mec-là ou cette femme a déjà contracté le Covid, il a déjà été infecté, s'il a été rétabli. On ne sait rien du tout. On doit passer à une autre dimension. Il y a beaucoup de solutions qui sont portées par des hommes, par des femmes, mais là, on parle des femmes. Il y a beaucoup de femmes dont moi, j'ai vu avec cette situation qui ont des solutions. On veut aider les femmes à implémenter les solutions, tester, ne serait-ce que dans un service public, déjà. Parce que je ne parle pas du privé. La plupart, c'est le privé qui nous fait la part belle et qui nous aide. Que le public se lève et qu'il dise, envoyez-moi, ne serait-ce que dans un seul service, pour tester et avoir des solutions. Pour moi, c'est comme ça uniquement qu'on pourrait accompagner l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat féminin dans la e-santé. Voilà pour moi les vraies solutions concrètes. Qu'on arrête de donner de l'argent aux incubateurs, aux accélérateurs, on leur donne des milliards, mais l'entrepreneur lui-même ne perçoit rien du tout. Ça devient du business juste pour du business. Voilà ce que je pense. Pour moi, après, En fait, les partenaires qui vont accompagner... Il y a un équilibre à trouver, en fait. Il y a un équilibre à trouver, en fait. Oui, clairement, clairement. Après, en termes de partenaires, pour moi, les partenaires qui vont que j'ai expérimenté en tout cas et qui m'ont aidé vraiment à avoir une grosse visibilité, je le dis, et c'est pas parce que tu es avec moi là présentement, pour moi, je le dis à tout le monde, la première, c'est les institutions internationales. Déjà, pour moi, avec l'OIF, ni d'Adam, je ne les connais pas, je ne sais rien de tout, que d'avoir soumissionné à quelque chose que j'ai même oublié. Et pendant le Covid, on me dit, on va me permettre d'implémenter, de tester en zone rurale et de voir ce que ça donne. Ce que je demande depuis longtemps, moi, avec mes institutions locales, depuis des années, donc depuis 2014 qu'on travaille sur le projet, je l'ai en même pas 3-4 mois parce que le Covid a commencé en mars de l'année dernière. Déjà en juin, j'avais déjà un accompagnement de l'OIF pour pouvoir aller tester et avoir des solutions concrètes. 2 mois après l'OIF, j'ai le PNUD qui m'accompagne déjà. Tu vois, ça veut dire qu'il y a plus pour nous avec les organismes internationaux qui comprennent la nécessité de ce virage numérique. Après, le secteur privé, pour moi ici, c'est le secteur qui n'a pas hésité à accepter, à dire, bon, écoute, tu nous fatigues avec ton histoire de e-santé, implémente ici, on va voir ce que ça donne et qui a fini par apprécier. Donc, quand tu me demandes les partenaires, je te dirais les structures internes, les organismes internationaux, ensuite les privés, et puis après le public. Le public nous donne la caution. J'ai une convention avec mon ministère de Santé qui me permet de travailler, je suis d'accord. Mais l'accompagnement, je ne suis pas méchante et j'ai peur de me faire taper dessus après, mais l'accompagnement c'est que du papier. On me donne, mais quand je dois encore aller, on me fatigue. Là, j'organise une caravane où on doit partir pour 1 mois. On va faire une tournée d'1 mois dans 10 villes carrément où on va implémenter la télémédecine. La thématique, c'est le numérique au service du bien-être.
Donc, on va implémenter la télémédecine, on va faire toutes sortes de choses, mais vraiment sortir de là avec des cliniques qui sont implémentées. Mais tu t'imagines que là où on est en train de partir, je suis en train de courir avec les structures publiques. À force, j'ai fini par faire des partenariats avec le privé. Donc, j'ai 10 cliniques privées qui vont recevoir tout le monde. Tout le monde, même ceux qui n'avaient pas la chance de se soigner dans des établissements, dans des cliniques, vont bénéficier grâce à des bailleurs, des structures qui nous ont apporté, qui nous ont donné des fonds, parce que le privé ne le pouvait pas, le public, alors que c'est là-bas qu'on était censé le faire, malgré la convention qu'on a. Donc, les partenariats, pour moi, c'est les fondations, c'est les organismes internationaux et c'est les privés d'abord. Le public va venir après nous rejoindre, je pense, un jour. Merci beaucoup, Corinne. J'aimerais beaucoup qu'on finisse sur une note positive. Donc, je vais aussi te poser la même question, Fatoumata, justement, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient entreprendre, pour les femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer aussi. Voilà, à quelle porte il faut frapper quand on est au Mali, par exemple? Euh, je vais pas être dure, mais honnêtement, quand on est au Mali, il faut frapper à sa propre porte. Il faut accepter d'investir son argent, il faut accepter de se sacrifier soi-même. Parce que souvent, on veut entreprendre aussi, mais on pense que, voilà, quand on dit que je veux entreprendre, il y a de l'argent qui va tomber du ciel et qu'on va le faire. Donc, c'est pas ça la réalité. C'est vraiment pas ça. Moi, je suis certaine là-dessus. Et jusque là où je suis, je sais que je marche sur mes fonds propres. Maintenant, il y a souvent des concours qui se présentent où tu as des subventions de 2 millions, de 3 millions. C'est pas beaucoup de montants, mais ça peut quand même faire quelque chose. Mais surtout, ça te permet d'avoir une visibilité. Par exemple, j'ai postulé au challenge et App Afrique de RFI et France 24. Ça m'a permis d'avoir une grande visibilité et effectivement, dans le métier, ça c'est très important. Même en plus de l'argent, c'est important d'être connu, c'est important que sa solution soit connue. On ne sait jamais, un ange peut venir de cela, mais il faut vraiment taper à sa propre porte. Ça, je suis claire là-dessus. Il faut accepter d'investir son propre argent, il faut accepter de se sacrifier soi-même. Souvent, tu investis ton argent, tu vois que tu fais du boulot et tu le perds. Ça part comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment ce que moi je peux dire. Maintenant, comme je l'ai dit, les concours de gauche à droite, ça peut aider, mais il faut faire aussi attention parce que souvent, on oublie son essentiel. À force de trop postuler au concours, à force de trop aller faire des pitchs, on oublie qu'il y a un essentiel qui est là, sur lequel il faut se baser, sur lequel il faut travailler. Parce que voilà, tu as une visibilité, mais après, si on voit que tu as une visibilité et qu'il n'y a rien de concret derrière, là, tu perds ta visibilité pour tout, voilà, pour tous les jours, quoi. Donc, moi, c'est vraiment ce que, je ne vais pas être long là-dessus, mais c'est vraiment ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de nous avoir aidés à sortir un peu aussi des stéréotypes qu'on répète beaucoup quand il s'agit d'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup pour tous vos insights et aussi pour vos expériences. Moi, je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage. Je continuerai de vous suivre. Je suis déjà très, très fière de vous et j'espère que vos projets iront le plus loin possible. Merci et merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt sur RFI et France 24.